bien, la leçon d'aujourd'hui concerne les phénomènes périodiques qu'on rencontre dans plusieurs domaines scientifiques, hein. On va apprendre comment calculer une période avec une grande précision et comment faire le relevé d'une valeur à partir d'un graphique avec une précision intéressante. Bien, on va commencer par la période temporelle qu'on note par la lettre T majuscule. Donc, la période temporelle concerne le temps, c'est-à-dire qu'un phénomène, il se reproduit identique à lui-même, mais durant une période bien définie qu'on appelle la période T. Nous allons nous intéresser à ce signal qui correspond à un phénomène périodique. Bon, c'est un signal classique. Donc, quelle est la définition d'une période? Bon, sachez qu'une période est la plus petite durée, hein, c'est la plus petite durée, hein, je vais l'écrire, la plus petite durée. Ça, c'est important de noter la plus petite, hein, je vous expliquerai pourquoi après. La plus petite durée au cours de laquelle le phénomène se reproduit identique à lui-même. Le phénomène, c'est-à-dire le phénomène physique, par exemple, s'il s'agit d'un pendule élastique ou d'un pendule simple ou d'autres phénomènes, se reproduit identique à lui-même. Donc cette définition-là n'est pas compliquée à comprendre. Identique à lui-même. Donc, quelle est la signification, bien sûr, de cette phrase? D'abord, on va commenter chaque mot de cette phrase. Bien, la plus petite durée, ça, ce sont des mots très importants à mettre. Si on note, par exemple, c'est la durée, si on ne met pas plus petite, par exemple, on note c'est la durée au cours de laquelle le phénomène se reproduit identique à lui-même. Ça, c'est faux. Pourquoi? Sur le graphique, je vous ai représenté deux durées différentes, la verte et la rouge. Regardez la verte, c'est par exemple, je découpe ce motif, vous voyez, par la pensée, et que j'en ai pas mal, vous voyez, c'est-à-dire que j'en ai un comme ça, vous voyez, l'autre aussi comme ça, et l'autre aussi comme ça, vous voyez. Si je colle ça à ça, vous voyez, si je colle ça à ça, je vais avoir la suite, vous voyez. Si je colle ça à ça, je vais avoir quelque chose comme ça, vous voyez. Donc ça, c'est un motif qui correspond à la période. Pourquoi? Parce que si je ne prends pas ce motif et que je prends que le premier, par exemple, celui-là, là, c'est-à-dire celui-là qui a une amplitude positive. Sachez que l'axe des ordonnées, c'est l'amplitude du signal. Et bien, après celui-là, je ne peux mettre que, si je découpe un motif comme ça, et que j'en ai plein comme ça, si je les colle les uns aux autres, ça va me donner quelque chose comme ça, vous voyez? Et ça n'est pas le signal qui est donné. Donc, vous voyez que ces motifs me donnent ça, ces motifs-là me donnent ça. Et si je prends maintenant le motif en rouge, c'est-à-dire de là jusque là, admettons, j'ai deux motifs comme ça. Si je les colle l'un à l'autre, ça va me donner le signal qui est là.
seulement la durée de la partie rouge qui est là, elle est plus grande que la partie verte. Et donc la partie rouge ne représente pas une période. Pourquoi? Parce que même si les motifs, en les collant les uns aux autres, me donnent le signal qui nous intéresse, ça n'est pas une période. D'où les mots qui sont là et qui sont importants, c'est-à-dire cette phrase-là, la plus petite durée. Donc vous voyez que soit je prends de là à là, c'est ce motif-là, or il me donne pas le signal qui nous intéresse, ou bien j'augmente jusque-là, et dans ce cas-là, j'ai ce motif-là, et ce motif me donne le signal qui nous intéresse. Donc vous voyez pourquoi la définition 1, 2, 3, vous voyez pourquoi dans la définition de la période, il y a la phrase la plus petite durée. Donc ça, notez-le bien. Bien, ça c'est la définition de la période temporelle. Bon, est-ce qu'il existe une autre période? Ben, il existe la période qu'on appelle la période spatiale, vous voyez, qui concerne l'espace. Bien, la période spatiale, donc ça concerne l'espace, et c'est ce que vous avez appelé la longueur d'onde. La longueur d'onde. Donc ça, c'est ce qu'on donne comme nom à la période spatiale, et on note ça avec la lettre lambda, comme ça. Donc faites attention, si vous avez un signal comme celui-là, il faut toujours regarder les grandeurs qui sont sur l'axe des abscisses et sur l'axe des ordonnées. Donc l'axe des ordonnées, ça représente l'amplitude. Ça ne pose aucun problème. Par contre, ici, si par exemple j'ai le temps, c'est qu'il s'agit de période temporelle, c'est-à-dire t, le temps. Si par hasard vous trouvez un axe des abscisses gradué en mètres, par exemple, x mètres comme ça. Faites attention, vous n'allez pas mettre de là à là une période temporelle, c'est-à-dire t. Ça n'a aucun sens, puisque les valeurs qui sont là représentent des distances. 0,1 mètre, 0,2 mètres, 0,3 mètres, etc. Donc ici, la démarche est toujours la même. Ici, je prends une longueur L, et là, je prends L' si vous voulez, et là, L. Donc, quelle est la longueur qui représente lambda? C'est exactement la même définition. On va dire c'est la plus petite distance au cours de laquelle le phénomène se reproduit identique à lui-même. Donc, L va être lambda ici, vous voyez? Et pas L'. Parce que L', ça n'est pas la plus petite distance. Ça, c'est la première définition. La deuxième définition aussi, eh c'est la distance parcourue par l'onde durant une période. Je vais noter ça. C'est la distance. Elle est importante cette définition, vous allez voir pourquoi. C'est la distance parcourue par l'onde durant une période. Donc durant une période t. Voilà. Donc vous voyez cette définition-là va me donner une formule que vous devez savoir et que vous devez apprendre, c'est-à-dire lambda égale à c fois t. Vous voyez, si je prends les unités du système international, t c'est en secondes, voilà. Lambda c'est en mètres,
Et puis C, bien sûr, ça va être mètres par seconde. Pour se rappeler de cette définition, sachez que la relation entre la distance parcourue par un objet et la durée mise pour parcourir la distance, vous savez tous que ça s'écrit D égale à V fois delta T. Vous voyez? Cette formule-là, normalement, vous la connaissez depuis longtemps. Ben, sachez que c'est exactement pareil que cette formule-là. Vous voyez, là, vous avez une distance égale une vitesse fois le temps. Seulement, la distance, c'est la longueur d'onde, la durée, c'est la période, et la vitesse, c'est la célérité de l'onde. Vous voyez, on appelle ça célérité de l'onde. Juste une petite remarque, pourquoi on ne met pas ici V? Alors, j'aurais pu mettre V ici, vous voyez, la vitesse de l'onde. Bon, on l'appelle célérité, sachez pourquoi célérité. Ben, c'est parce qu'au départ, quand ils ont fait l'étude des ondes, bon, il y a un certain temps, ils se sont aperçus que l'onde n'a pas de masse. Vous voyez, une onde n'a pas de masse. Donc, ils ont dit, pour différencier la vitesse d'une onde de la vitesse d'un objet qui a une masse, c'est-à-dire une voiture, un train, un vélo, nous-mêmes, eh ben, on va l'appeler C, c'est-à-dire la célérité, et puis c'est comme ça que cette dénomination a été établie. Mais si on met vitesse à la place de C, ça ne pose aucun problème. Donc voilà pour la période spatiale. Donc faites attention, avant de déterminer la période temporelle ou bien spatiale, regardez la graduation de l'axe. Est-ce que c'est en distance ou est-ce que c'est en temps? C'est-à-dire, est-ce que c'est il y a le temps ou la distance? Bien, juste pour compléter les définitions, je vais vous donner la définition de la fréquence, parce que bon, c'est important de savoir ce que ça représente. Donc la fréquence, sachez qu'il y a deux notations déjà, il faut le savoir, soit F, soit nu, comme ça, vous voyez? Vous voyez, pour les ondes électromagnétiques, par exemple, ben, vous trouverez à 90%, voire plus, cette notation, c'est-à-dire nu. Et pour les fréquences en mécanique, etc., on trouve F. Et sachez que c'est l'unité qui nous renseigne sur la grandeur physique, vous voyez? C'est-à-dire que l'unité ici pour la fréquence, c'est des hertz, vous voyez? Si vous trouvez quelque chose égal à 130 hertz, c'est que cette chose représente une fréquence. Vous voyez, je vous donne par exemple alpha égale à 120 hertz, comme ça. Vous voyez que là, bon, normalement, on doit mettre soit F, soit nu, mais admettons que vous avez alpha, rien que l'unité m'informe qu'il s'agit d'une fréquence. Vous voyez? Donc, retenez que les unités sont importantes dans les noms des grandeurs physiques. Donc, la fréquence, elle est donnée par cette définition mathématique, ben, je vais marquer aussi nu, égale à l'inverse du temps, comme ça. Donc, vous voyez que la fréquence, elle est en hertz. La période, c'est en secondes. Donc, les hertz sont synonymes aussi de seconde moins 1. Donc, vous voyez que ces deux définitions sont très très importantes. Soit hertz, soit seconde moins 1, parce que ça dépend dans des formules, par exemple, de physique. Si vous cherchez à vérifier les unités, par exemple, eh bien, parfois, remplacer la fréquence par seconde moins 1, c'est plus pertinent que de la remplacer par hertz, parce que les secondes vont se simplifier peut-être, ou ils vont nous donner une information, soit sur l'accélération, soit sur la vitesse, soit sur autre chose. Voilà la définition mathématique et les unités. Après, qu'est-ce qu'elles représentent concrètement, vous voyez? Exemple. Si on vous donne, par exemple, une fréquence de 50 Hz. Bon,
Mais ça représente quoi concrètement? Parce que bon, la définition c'est 1 sur t, ok? Hein, j'inverse la période, hein, c'est j'ai la valeur. Mais qu'est-ce qu'elle représente concrètement? En fait, 50 Hz, ça veut dire 50 périodes en une seconde. Vous voyez? Donc ça veut dire 50 périodes. 50 périodes par seconde. Donc vous voyez que c'est quand même intéressant de savoir ça, vous voyez? Sachant que ici la période, c'est cette durée qui est là. Si je prends ce signal-là, eh ben, je peux calculer sa fréquence, vous voyez? Et sa fréquence va représenter le nombre de périodes par seconde. Un autre exemple, par exemple, dans les ondes électromagnétiques visibles, c'est-à-dire la lumière visible, eh bien, la fréquence, je vais la noter nue, il s'écrit une constante A multipliée par 10 puissance 14 Hertz à peu près. Hein, je vous donne juste la fréquence, sachant que A, il est inférieur à 10. Soit 2, soit 4, soit 7. Tout dépend de la couleur, bien sûr, de l'onde électromagnétique. Soit le violet, soit le rouge, soit le... Donc, qu'est-ce que ça représente alors ça représente à peu près 10 puissance 14 périodes par seconde. Vous voyez, par seconde. Est-ce que vous imaginez un peu le nombre de périodes qu'il y a dans une seconde? Vous voyez, c'est à peu près 100 000 milliards de périodes. 100 000 milliards de périodes. C'est pour cela, la lumière, quand on la voit, on a l'impression que c'est continu. Vous voyez? Or, elle est périodique, seulement la fréquence, elle est tellement grande qu'on a l'impression qu'elle est continue. Vous voyez? Donc, retenez que la fréquence, c'est le nombre de périodes par seconde. Donc, la définition, hein, je l'écris ici, fréquence, c'est le nombre de périodes par seconde. Nombre de périodes par seconde. En une seconde, vous avez le nombre de périodes. À 50 Hz, 50 périodes par exemple, en une seconde. 1000 Hz, c'est 1000 périodes en une seconde. Donc comme ça vous donne une idée sur la valeur de la fréquence. Parce que sinon, la définition mathématique, elle ne nous renseigne pas sur ça, si vous voulez. Vous voyez? Bien, après ces rappels, on va passer maintenant à comment calculer la période et avec quelle précision faut-il le faire. Donc, calcul de t ou bien de lambda. Là, je vais me consacrer qu'à la période temporelle et la méthode que je vais donner ici, elle est valable aussi pour la période spatiale. Et sachez que la méthode elle est valable pour toute grandeur répétitive dans le temps. Pour la calculer, cette méthode sera valable aussi. Donc sachez qu'elle est valable pour la période temporelle et spatiale, ça c'est sûr. Vous voyez que pour calculer la période, vous avez un signal comme ça, dans un exercice. On peut prendre directement le temps de là à là. Vous voyez? Je prends la règle, vous voyez, et j'évalue la durée de là à là, c'est-à-dire une période. Voilà, je peux avoir une période. Sinon aussi, on peut mesurer la durée qui correspond à plusieurs périodes. Vous voyez, regardez, j'ai une jusque-là, deux, bon, je n'ai pas trois, j'en ai deux. Donc, vous voyez, le temps t correspond à deux périodes. Donc, vous voyez que si je prends t, je vais commettre une erreur u de t concernant le temps. Si je prends cette méthode-là, t va être le temps que j'ai trouvé divisé par 2, puisque j'ai deux périodes. Voyez?
Donc ici, l'incertitude sur la période va être l'incertitude sur t divisé par 2. Vous voyez que là, si on se trompe par exemple de 0,1 ou de 0,01 milliseconde, on va faire ici 0,01 milliseconde. Or là, on va faire 0,01 divisé par 2. Donc vous voyez que pour calculer une période, comptez le nombre de périodes que vous avez sur le signal, c'est-à-dire je prends t égale à n fois t, n ici c'est égal à 2, mais ça peut être égal à 3, à 4, à 5, et après calculer la période t égale à petit t sur n. Voilà. Après, bien entendu, si vous avez la période qui est sur une valeur bien précise, par exemple là sur 0,3, vous voyez que là, il n'est pas sur 0,3 secondes, mais il n'est pas loin. Ben, si les heures sur 0,3 exactement sur une valeur bien déterminée sur l'axe des abscisses, ben, on peut prendre cette période-là si vous voulez. Mais sachez que cette méthode que je suis en train de vous donner, hein, c'est la méthode classique qu'on trouve à chaque fois pour calculer une période, que ça soit temporelle ou spatiale. C'est la même chose. Donc, maintenant qu'on a compris qu'il faut évaluer la durée qui correspond à plusieurs périodes et ensuite diviser cette durée par le nombre de périodes pour trouver la période, ben, on va le faire et par la même occasion, je vais vous montrer comment relever une valeur à partir d'un graphique, hein, de façon précise, que ça soit ici sur la période ou une autre grandeur physique, qui peut être la vitesse, qui peut être l'accélération, qui peut être n'importe quelle grandeur physique. Donc on va le faire juste après. Bien, ici, pour calculer la période, donc je vais mesurer la durée t. Hein, quelle est la valeur de t en secondes? Bon, pour cela, vous voyez que j'ai la valeur de la durée t va de 0 jusqu'à cette valeur ici. Vous voyez, jusqu'à cette valeur qui est là, là. Donc, là, j'ai la graduation entre 0,5 et 0,6. Vous voyez? Donc, comment faire? Vous prenez toujours la règle et vous mesurez toujours la longueur de la plus grande graduation sur l'axe des abscisses ou des ordonnées. Tout dépend sur quel axe on travaille. Donc là, j'ai 0,7 secondes. Qu'est-ce que je fais? Je prends la règle. Sachez que ici, j'ai un tableau, donc la règle ne va pas suffire, mais sur une feuille, ça marche très bien. Donc là, je mesure de là à là, vous voyez? Et après, voilà. Et après, je prends la suite, vous voyez? De là à là. Et je trouve à peu près 35 centimètres. Donc, qu'est-ce que je fais? Je marque 35,0 parce qu'on travaille au millimètre près. Centimètres, ils sont équivalents à 0,7 secondes. Donc voilà, j'ai déjà cette information-là. Maintenant, je vais prendre la distance de 0 jusqu'à la valeur qui m'intéresse ici.
Vous voyez, là. Donc j'ai à peu près 26,6. Donc j'ai 26,6 cm qui correspondent à T que je cherche. Donc retenez le produit en croix. D'abord avec la plus grande graduation sur l'axe, puisque je connais sa valeur, donc je détermine la longueur bien sûr de cette durée. Et ensuite, je fais le produit en croix avec la valeur inconnue que je cherche à trouver. Donc vous voyez souvent dans des exercices par exemple, c'est très rare de tomber sur une graduation fixe sur les axes. Vous voyez, soit pour calculer un coefficient directeur par exemple, soit pour relever la valeur d'une grandeur, voilà, soit pour faire autre chose. Donc quand on ne tombe pas sur une valeur fixe et bien déterminée sur les axes, que ce soit x, y, c'est-à-dire abscisse ou ordonnée, on utilise cette méthode au lieu de le faire à l'à peu près. Vous voyez, je suis un peu au milieu, donc ça veut dire 6,5. Je suis vers le haut de la graduation, je vais vers le bas. Voilà, donc il faut travailler comme ça pour avoir la plus grande précision. Donc maintenant que la méthode est expliquée, donc T maintenant, c'est pas compliqué, hein, vous faites la règle de produit en croix, hein, ça fois ça divisé par ça. Donc 26,6 fois 0,7. L'erreur, c'est au millimètre près sur 35,0. Donc, on va trouver à peu près T 0,53 secondes. Donc, vous voyez que je suis pas loin, vous voyez, de 0,53 secondes. Et donc, la valeur de T, c'est T divisé par 2. Donc, T égale à 0,53 divisé par 2. Et là, ça va me donner la valeur que j'ai trouvée, 0,27 secondes. Donc, vous voyez à peu près, c'est 0,27 secondes à peu près. Vous voyez, je suis pas loin de 0,3 secondes. Mais sachez que ça vous donne quand même une valeur beaucoup plus précise, hein, que on le faisait autrement. Donc, retenez cette méthode. Et ça, c'est valable pour n'importe quelle lecture graphique, hein, en physique, ou bien en chimie, ou bien dans d'autres matières. Donc, voilà comment j'ai trouvé la période ici. Hein, on va appliquer la méthode sur deux autres signaux périodiques, mais la méthode sera toujours la même. Hein, ça sera celle-là. Bien, voici un signal périodique. Donc la période, bien sûr, elle est notée par la lettre T majuscule. Ça va de 0 jusqu'à ce point. Et par conséquent, ici, j'ai pas mal de périodes. Donc vous voyez que si je compte le nombre de périodes que j'ai ici, donc 1, 2, 3, 4, 5 périodes. Donc voilà, j'ai mis T sur les 5 périodes. Donc la durée T va représenter 5 périodes. Donc je peux même l'écrire ici. Donc ça, c'est égal à 5 périodes, 5 fois T. Quelle est la graduation la plus grande? C'est 50 millisecondes. Donc faites attention à bien noter l'unité de l'axe des abscisses et aussi l'axe des ordonnées. Donc sachez que là, c'est l'amplitude en volts. Donc ça ne pose aucun problème et ça n'est pas demandé dans la question. La question, c'est relever une valeur et en particulier la période dans ce cas-là. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on doit déterminer cette durée de là à là.
même si elle est ici, elle est évidente, on peut la trouver par la méthode que je viens de vous donner. Pourquoi? Parce que je travaille dans le cas où, bien sûr, la période n'est pas sur une valeur bien déterminée. Vous voyez, on trouve ça dans pas mal d'exercices. Et ça n'est pas que la période qui m'intéresse ici, c'est d'autres grandeurs physiques. Hein, quand on ne sait pas vraiment, c'est-à-dire que la valeur n'est pas sur une graduation bien déterminée et qu'on doit estimer la valeur d'une grandeur physique. Donc là, je vais mesurer bien sûr la longueur de la durée de 50 millisecondes, vous voyez, avec la règle. Voilà. Donc ça, ici. Donc je trouve à peu près 18,6 cm. Donc je marque ici 18,6 cm. Ils correspondent à 50 millisecondes. Bon, ça c'est une information que je viens de relever sur le graphique. Maintenant, quelle est la longueur du temps t? Donc, il faut mettre la règle tout simplement. Voilà. Et donc, c'est 16,8 cm. Donc, 16,8 cm, ils correspondent à un temps t que je vais chercher. Donc, t égale 50 fois 16,8 divisé par 18,6. Et on peut faire carrément le calcul d'un seul bloc, c'est-à-dire tout ça divisé par 5, et on fait l'arrondi une seule fois, pas plusieurs fois. Mais là, je vais le faire en 2 étapes. Donc là, ça fait à peu près 45,16. La période que je cherche, c'est t divisé par 5. Donc, vous voyez, avec ça, je divise l'incertitude par 5. Vous voyez, lorsque j'utilise cette méthode-là, vous voyez, au lieu de prendre la période directement sur le graphique. Encore une nouvelle fois, dans le cas où, bien sûr, la valeur sur le graphique n'est pas sur une valeur fixe. Hein. Attention, si elle est sur une valeur fixe, bon, si vous faites cette méthode, bien sûr que vous allez, bien sûr, trouver le résultat aussi. Donc, t égale à 45,16, hein, divisé par 5, c'est à peu près 9 millisecondes à peu près. Donc voilà la période, hein, de ce signal qui est là. Donc sachez parfois dans les exercices, vous voyez sur les ondes mécaniques par exemple, on vous donne un signal périodique comme celui-là ou un autre, et on vous demande déterminer la période avec la plus grande précision possible. Et en fait, on cherche à ce que vous fassiez cette méthode-là, vous voyez? C'est-à-dire de prendre plusieurs périodes et de diviser la durée par le nombre de périodes. Hein, c'est une question qui se pose très très souvent. Ou bien on vous demande de justifier la précision de la valeur. Ben, justifier, c'est avec cette méthode aussi. Donc c'est à peu près 9 millisecondes. Si on regarde ici, on tombe sur 9. Vous voyez, 9. Vous voyez, parce que là, c'est 5, 6, 7, 8, 9. Alors, on aurait pu trouver ça directement, mais c'est la méthode que je suis en train de vous apprendre, vous voyez. Voilà pour ce signal. Bien, voici un deuxième signal périodique. Bon, il s'agit d'un signal sinusoïdal. Et sur ce signal, j'ai représenté la période t en vert, qui va de ce point à celui-là. Donc sachez qu'il concerne un motif dont la répétition donne le signal proposé dans l'exercice, c'est-à-dire ici.
L'objectif, bien entendu, c'est de déterminer avec la plus grande précision la période de t. Hein, c'est l'objectif de la leçon. Et sachez que dans cet exercice, eh bien, on voit très très bien la difficulté, autant dans le signal précédent, la période était sur une graduation précise, hein, du graphique, mais on a utilisé la méthode quand même pour montrer que à la fin, bien sûr, on trouve la période t. Sachez que dans cet exercice, vous voyez la période t ici, j'ai fait bien sûr le prolongement sur l'axe des abscisses où il y a les valeurs. Donc vous voyez que je tombe entre deux graduations précises. Vous voyez, donc là, je ne connais pas la valeur de la période avec précision. Si je cherche à mesurer la durée de 3 périodes, comme c'est indiqué en rouge ici, donc vous voyez bien aussi, là, je tombe sur un point entre deux graduations précises, c'est-à-dire un point dont je ne connais pas exactement la valeur. Voyez, donc sachez que la période, ça va de là jusque là, mais pour mesurer la période avec une grande précision, eh bien, on prend plusieurs périodes, comme c'est l'objectif, bien sûr, de la leçon que je suis en train de faire. Donc voilà, j'ai une période là, une deuxième et une troisième. Donc ce qui est en rouge, ça représente 3 périodes. Donc là, la méthode, elle est très très simple à appliquer une nouvelle fois. On prend la graduation la plus élevée de l'axe des abscisses, puisque là, il s'agit de relever un temps. Donc c'est l'axe des abscisses qui m'intéresse. Si un jour vous avez un graphique et dans lequel vous cherchez une valeur, mais qui se trouve sur l'axe des ordonnées, par exemple, eh bien, on utilise la même méthode, que ce soit pour l'axe des abscisses ou l'axe des ordonnées, que ce soit pour une période, comme dans ce cas-là, ou une grandeur physique quelconque, qui peut être la vitesse, l'accélération, une distance tout simplement, une concentration, voilà. Cette méthode, elle s'applique très très bien et ça vous donne un résultat, bien sûr, le plus précis possible. Bien, je vais commencer d'abord par la durée maximale. Vous prenez la règle, tout simplement, hein, vous placez bien le 0, voilà, et sachez qu'on travaille au millimètre près. L'incertitude, c'est le millimètre. Donc ici, je trouve 15,6 ici centimètres. Donc qu'est-ce que je fais? Donc sachez que c'est la période qu'on cherche ici. Donc 15,6 centimètres correspondent à 0,0030 secondes. Sachez que l'unité, bien sûr, elle est donnée ici, t en secondes. Je vais le préciser ici, t c'est en secondes. Voilà. L'axe des ordonnées, c'est l'amplitude. Bon, pour l'instant, il ne nous intéresse pas. Bien, maintenant, je prends maintenant les 3 périodes, c'est-à-dire la partie rouge, je place le 0, bien sûr, au début, et je relève ici la longueur qui correspond à cette durée, vous voyez? Donc, c'est à peu près 13,9 cm. Donc, qu'est-ce que je fais? 13,9 cm qui correspondent à la durée t. Donc, tout simplement, t égale 13,9 fois 0,0030 divisé par 15,6. Donc, tout calcul fait, on trouve t
à peu près 2,67 10 moins 3 secondes. Là, je garde trois chiffres significatifs hein, pour arrondir à la fin, bien sûr, du calcul. Donc, sachez que pour avoir une précision encore plus grande et ne pas arrondir deux fois, je prends tout ce calcul-là, là, et je le divise par 3. Vous voyez? Je fais le calcul d'un seul bloc. C'est possible, mais là, je suis en train de vous montrer la méthode. C'est bien que je procède comme ça. Or, t égale à 3 périodes, 3 fois t. Donc, t égale à la durée petit t divisé par 3. Donc, on va calculer tout simplement. Donc, t égale, donc je remplace petit t par sa valeur, hein, divisé par 3. Ce qui donne finalement la période t égale à 8,9 10 moins 4 secondes. Donc, si on arrondit, ben, ça sera à peu près 9 10 moins 4 secondes. Donc, voilà la valeur de la période dans ce cas-là, vous voyez. Donc, le fait de diviser petit t par 3, c'est-à-dire de prendre 3 périodes, hein, comme je l'ai signalé au début de la leçon, si on doit avoir une incertitude sur la période t, et bien si on prend t divisé par 3, l'incertitude va être divisée par 3. Vous voyez? U de petit t divisé par 3. Vous voyez que si on se trompe de x secondes, par exemple, dans ce cas-là, et bien, pour la période t, et bien, pour cette méthode-là, ça sera x secondes divisé par 3, c'est-à-dire qu'on va diviser, bien sûr, l'incertitude par 3. Donc, voilà pour la période, et d'ailleurs, on regarde ici, hein, 0,5, 10 moins 4 ici, là, c'est 10 moins 3. Donc, vous voyez, 9, c'est à peu près, on est dans cette zone-là, vous voyez. Donc, voilà pour cette leçon. Bon courage et à la prochaine.